vous avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. On n'est pas Jean-Claude Siodot. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour Sonia Mabrouk. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. À mes côtés pour vous interroger, Nicolas Barré des Échos. Bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Boccoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Nous sommes à 50 jours de l'élection présidentielle et vous êtes, Éric Zemmour, dans une dynamique politique et sondagière qui vous permet d'espérer une qualification au second tour. Comment alors, si vous y accédez, comptez-vous venir à bout du front anti-Zemmour, les macronistes vous considérant comme un adversaire repoussoir idéal pour faire largement réélire le président? Et plus largement, êtes-vous capable de rassembler tous les Français ou seule la logique de la brutalité que vous avez toujours assumée continue de vous guider dans votre conquête du pouvoir? C'est donc bien de votre vision dont il sera question dans cette émission. Et tout d'abord, bien sûr, Éric Zemmour, la situation en Ukraine qui s'est brutalement et fortement dégradée. La France et l'Allemagne appellent leurs ressortissants à quitter l'Ukraine. La tension est à son paroxysme sur la ligne du front Est du Donbass. Est-ce que ce sont les prémices d'une invasion russe? Je ne sais pas si ce sont les prémices d'une invasion russe. Je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine. Ce que je sais, c'est que évidemment, nous devons d'abord poser un principe préalable que les frontières de chaque pays doivent être respectées et que la souveraineté nationale de chaque pays doit être respectée. C'est le principe de base. Maintenant, ça ne nous empêche pas de comprendre la situation de plus près et de voir que il y a deux problèmes de fond dans cette histoire. Le premier problème, c'est que l'Ukraine est un pays composé de populations différentes. Les unes à l'ouest ont été jadis sous l'empire austro-hongrois, ce sont des Galiciens, vous savez, on parle de la Galicie dans les livres de Stefan Zweig, et à l'est, en revanche, ce sont des Russes. La plupart ont une carte d'identité russe, ont double nationalité, ils sont russophones, et depuis quelques années, le pouvoir ukrainien, selon une tactique d'ailleurs très française, très jacobine, veut les ukrainiser, leur interdit de parler russe, les persécute et même envoyer l'armée dans cette région, le fameux Donbass. Par ailleurs, il y a un problème géostratégique majeur que pose l'OTAN et l'extension de l'OTAN depuis 30 ans. L'extension de l'OTAN depuis 30 ans à l'Est, contrairement à toutes les promesses faites par George Bush père à Gorbatchev lors de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement de l'Union soviétique, est vue légitimement comme une agression par la Russie. Bien, mais vous avez raison de faire œuvre de pédagogie, mais important. Vous, au pouvoir, là, dans une heure, Emmanuel Macron va parler à Vladimir Poutine. Si la Russie choisit la guerre, nous n'aurons pas le choix en tant qu'Européens. Je pense que Emmanuel Macron tente d'éviter la guerre. Il a raison sur le fond. Mais je pense que sa démarche est vouée à l'échec. Et je vais vous dire pourquoi. Je pense que c'est le porte-parole de Vladimir Poutine qui a tout dit en une phrase, une fois que Emmanuel Macron est remonté dans l'avion, vous savez, quand il est allé. Le porte-parole de Poutine a dit: Emmanuel Macron est venu chercher un accord, mais cet accord est impossible parce que Emmanuel Macron est membre de deux organisations, l'Union européenne et l'OTAN, dont il n'est pas le chef. C'est tout notre problème. Nous sommes vus par les Russes comme les petits télégraphistes de Washington qui vont aller ensuite en référer au patron qui est Biden. Oui, et donc, oui, je finis ma phrase, simplement, je vous laisse. Et donc, si vous voulez, notre parole ne vaut rien en vérité. Emmanuel Macron essaye de faire comme Nicolas Sarkozy avec la Géorgie, il y a en 2008. Avec succès, reconnaissez-le pour Nicolas Sarkozy. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Nicolas Sarkozy a eu un grand succès, mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, la France était encore en dehors du commandement militaire intégré. D'ailleurs, c'est Nicolas Sarkozy qui, selon moi, a fait l'erreur de le réintégrer. Mais nous allons en parler, j'imagine, après. Et je pense que la France avait encore une parole libre, autonome et donc entendue. Ce n'est plus le cas, malheureusement. Mais je continuerai après. Mais vous ne répondez pas justement à la question de Sonia Mabrouk. Si la Russie devait attaquer, que devrions-nous faire, nous, Européens? Écoutez, personne, je vais être brutal... Vous n'avez pas l'air d'y croire, hein, l'invasion russe. Il y a quelques semaines, vous disiez, je n'y crois pas. Je vous avoue que je n'y crois pas. Mais
je peux me tromper. Mais l'attention est à son Voilà, je peux me tromper, tout le monde peut se tromper. Encore une fois, c'est pas moi qui décide en Russie, c'est Vladimir Poutine, ce n'est pas moi. Et je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, donc je peux me tromper, je reconnais. C'est vrai que je suis sceptique. Je pense qu'il y a beaucoup de propagande, d'agitation des services américains pour hystériser cette histoire. Côté russe aussi, de la propagande. Comment ? Côté russe aussi, il y a beaucoup de propagande. Côté russe aussi, il y a beaucoup de propagande, absolument, et puis de manipulation. Donc, moi, si j'étais président, nous serions sortis du commandement militaire intégré de l'OTAN. Et je pense que d'ailleurs l'OTAN n'a plus de raison d'être en vérité. C'est une organisation surannée, en mort cérébrale, comme aurait dit. Obsolète, en mort cérébrale. Mais c'est toujours le problème avec Emmanuel Macron. Il dit parfois de bonnes choses, mais les actes ne suivent jamais. Donc moi, les actes suivront. Donc je n'aurais plus été dans le commandement militaire intégré, donc j'aurais été une France indépendante, et donc je serais allé voir Poutine, comme l'avait fait Chirac, comme l'avait fait Sarkozy, et il m'aurait entendu davantage. Oui, parce que vous lui aurez dit ce qu'il veut entendre. En plus, vous lui aurez dit ce qu'il veut entendre. Pas du tout, pas du tout. Ah, qu'est-ce que vous lui aurez dit? C'est ça qui nous intéresse. Nous avons, j'étais pas président en 2014. Bon. Nous avons les Russes, les Ukrainiens, les Français, les Allemands ont signé les fameux accords de Minsk II. Qu'est-ce que disent ces accords de Minsk II? Ils disent respect des frontières, respect de la souveraineté, mais large autonomie du Donbass, jusqu'à permettre au Donbass de faire un veto sur l'entrée de l'Ukraine dans une organisation autre que, enfin, dans l'OTAN ou dans l'Union européenne. Exactement comme en Belgique. La Wallonie a mis le veto à la signature d'un traité de libre-échange de la Belgique. Voilà. Ça, le gouvernement ukrainien ne le respecte pas. Moi, je suis pour que tout Minsk II soit respecté, et vous verrez que ça va calmer. Mais vous n'avez toujours pas répondu. Mais j'y réponds. Je continue. Je proposerai un grand traité européen de pacification qui permettra justement, qui dira les frontières de l'Ukraine doivent être reconnues par la Russie, mais en échange, l'Ukraine doit s'engager et l'OTAN doit s'engager à ce que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN. Comme ça, je pense que M. Poutine sera rassuré et il n'aura pas besoin d'agresser l'Ukraine pour éviter que l'armée américaine et que les missiles américains soient à ses frontières. Parce que quand même, un dernier mot, imaginez ce que diraient les Américains si les Russes mettaient des missiles nucléaires à Cuba ou au Mexique. Est-ce que vous pensez qu'au départ, et c'est ce que vous pensez, je pense, Éric Zemmour, que la faute originelle, c'est l'agression américaine pour vous? Pour moi, la faute originelle, c'est l'extension de l'OTAN à l'Est. C'est une forme d'agression. Pour moi, oui, c'est Comme ça, on comprend votre philosophie. Une agression pour la Russie, c'est vu comme ça. Vous savez, il faudrait passer des heures sur la stratégie américaine depuis le début du XXe siècle. Il faudrait se reporter au grand discours du président Wilson en 1916 qui dit « L'Amérique sera l'empire d'Occident du XXe siècle » et toute la stratégie américaine depuis cette époque-là, depuis la Première Guerre mondiale, c'est de casser les nations européennes et d'en faire des petites nations soumises. Vous pensez que la Sainte Russie est née à Kiev? Le dernier à résister à cette stratégie wilsonienne, donc sur un siècle, vous voyez, c'est la Russie. Voilà. Mathieu Bock-Côté. Permettez-nous de revenir sur la présidentielle française à laquelle vous participez, à laquelle vous souhaitez participer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la certitoute d'avoir vos parrainages? Est-ce que c'est une question qui est réglée? Je n'ai aucune certitude. C'est très dur. Nous nous sommes tous mis à téléphoner. On passe des heures. Il faudrait savoir quand même le temps pris par cette occupation. Et mon ami Philippe de Villiers parle des heures avec les maires. Mon ami Guillaume Pelletier parle des heures avec les maires. Moi-même, je passe un temps fou à téléphoner aux maires pour essayer de les convaincre. Et d'ailleurs, la plupart me disent « Mais oui, vous êtes formidable, on est d'accord avec vous. » Ou même si on n'est pas d'accord avec vous, vous devriez pouvoir poursuivre, mais ils ont peur. Oui, mais vous êtes assuré que d'ici le 4 mars, Éric Zemmour pourra... Sonia Mabrouk, je vous assure, je ne suis assuré de rien. Envisagez-vous un scénario où soit ni vous, ou Mélenchon, ou Marine Le Pen ne puissent participer à l'élection présidentielle? Oui, c'est possible? C'est très possible. Je vous assure que c'est très possible. De quoi ce serait le révélateur, si tel était le cas? Ça serait le révélateur d'un dévoiement de cette procédure de parrainage. Au début, le général de Gaulle, d'ailleurs c'était limité à 100 maires, le faisait pour ne pas avoir de candidature de fous, de fantaisistes, voyez bon. Puis on a mis à 500, pourquoi pas? Mais à partir du moment où M. Hollande a rendu public tous les noms des maires, il les a mis sous la pression de leurs partis politiques,
des communautés de communes, des régions, des départements qui font pression, qui leur disent si tu choisis Zemmour, il n'y a pas de subvention pour ta piscine. Si tu parraines Zemmour, tu vas voir, on va casser ta majorité municipale. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais vous entendez ce qui est dit, Éric Zemmour, c'est que pour une grande partie de la Macronie, ils ont intérêt à que vous soyez candidat et que donc il y aura les parrainages. On va en parler, je pose. Oui. Bon, donc je répondrai à cette question. La Macronie ne maîtrise pas grand-chose, vous savez. Ils n'ont pas d'élus. On n'est plus au temps où Mitterrand et Chirac disaient « Allez, trouvez-moi 100 maires ». C'est fini ce temps-là. Et une élection présidentielle sans vous, sans Le Pen ou sans Mélenchon, c'est une élection illégitime selon vous? Oui. Aussi clairement les... Ah mais oui, mais c'est évident. Je veux dire, quand Anne Hidalgo représente 2% dans les sondages et qu'elle a 2000 signatures, quand les deux candidats trotskistes, qui ne représentent rien dans le pays, rien, qu'eux-mêmes ont chacun 500 signatures, il y a un problème. En attendant, la campagne évidemment se poursuit. Cette semaine, Éric Zemmour a été marqué par une bascule dans les sondages. Précisons qu'un sondage, ça reste une photographie à l'instant T avec toujours une marge d'erreur. Quoi qu'il en soit, vous êtes aux portes du second tour, devant Valérie Pécresse et à quasi-égalité ou même devançant pour un sondage Marine Le Pen. Qu'est-ce que cela va changer concrètement dans votre campagne, dès aujourd'hui, ou dans votre stratégie? Vous savez, moi, je ne délimite pas et détermine pas ma stratégie en fonction du dernier sondage. Ça me fait plaisir, hein, je ne vais pas vous dire que ça me fait peine. On préfère avoir des sondages bons que des sondages moins bons. Mais en revanche, ma stratégie, elle est posée depuis, j'allais dire, depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je dis la même chose. J'ai simplement changé de registre. Mais sur le fond, je continue à lutter contre le grand remplacement, à lutter contre l'islamisation de la France et à lutter contre le grand déclassement économique et social. Donc cette stratégie-là, elle me guide, elle est ma boussole. Moi, je ne change pas d'avis tout le temps. Un jour, je ne dis pas le grand remplacement pour après venir m'excuser en disant « mais non, en fait, je n'ai pas voulu le prononcer ». Moi, je ne dis pas un jour « il faut la retraite à 60 ans » et puis après, je dis « mais il ne faut plus la retraite à 60 ans ». Vous voyez, moi, je ne me balade pas. Donc voilà. Donc, mais sur le plan stratégie, vous avez souvent dit, citant, je crois, Charles Pasqua, qu'un temps, je pense que l'UMP, c'était les cadres UDF et les électeurs RPR. Est-ce qu'on peut dire de Reconquête, ce sont les cadres RN et les électeurs LR? Non. Un peu quand même. Les ralliements viennent surtout du RN. Non, Mathieu, non. Il y a évidemment des ralliements de cadres qui viennent du RN. On les connaît. Stéphane Ravier, Nicolas Bay, Jérôme Rivière. Donc, tous ces gens-là. La liste est longue. C'est ce que veut dire Mathieu Bock-Côté du Rassemblement national. Est-ce que vous êtes un RN les LR, il y a aussi mon ami Guillaume Pelletier. Il y a mon vieil ami Philippe de Villiers, qui, je le rappelle quand même, était ministre de Jacques Chirac en 1986. Ça ne nous rajeunit pas. Mais il était ministre de Jacques Chirac, il n'était pas au RN. Il y a Laurence Trochu, Jean-Frédéric Poisson, qui était associé au LR. Donc, vous voyez, bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ça n'est pas le plus important. Le plus important, Mathieu Bock-Côté, selon moi, c'est que je suis le seul à faire ce grand rassemblement des droites entre l'électorat RN et l'électorat LR, entre les cadres RN et les cadres LR, que la droite attend depuis des décennies. Je suis le seul en mesure, et je pense que c'est pour ça qu'il y a une dynamique de campagne, entre autres, au-delà du fait que je dis toujours la même chose et que je ne me contredis pas, ce qui devient rare, je pense que je suis le seul à pouvoir enfin rompre la malédiction mitterrandienne. Eh bien, nous allons l'interroger, Éric Zemmour, parce que la question, vous dites, vous êtes capable de rassembler, mais vous n'abandonnez pas non plus, puisque vous dites que vous ne changez pas votre brutalité que vous assumez dans la conquête du pouvoir. Nous allons également appréhender, vous allez y répondre et appréhender vos deux projets, Éric Zemmour et Emmanuel Macron, puisque les macronistes, dit-on, se réjouissent de vous voir qualifié peut-être selon un sondage au second tour. À tout de suite. Et notre invité ce dimanche, le candidat Éric Zemmour, nous vous interrogeons sur votre capacité à rassembler. Marine Le Pen vous reproche de confondre fermeté et brutalité. Alors Éric Zemmour, est-ce que vous continuez à assumer, vous l'avez souvent dit, une forme de brutalité, quitte à effrayer une partie d'électeurs qui voudraient voter pour vous, mais qui sont effrayés de possibles violences ou même pire dans notre pays, si vous êtes aux portes du pouvoir? Je ne crois pas avoir assumé une brutalité. Ce que j'ai dit, mais je vais vous préciser, ce que j'ai dit, c'est que la situation de notre pays est très grave. Que, effectivement, ce qui est brutal, c'est le sort
réservé à nos compatriotes qui, sur leur territoire, dans leur pays, sont dépossédés de leur pays, se sentent de plus en plus étrangers dans leur propre pays. C'est cela qui est brutal. Ce qui est brutal, ce sont tous ces gens qui se font agresser, voler, molester, ces dames que j'ai vues encore l'autre jour qui n'osent plus sortir avec leur collier au cou, ces jeunes filles qui ne savent plus comment s'habiller, qui s'interdisent de s'habiller en jupe parce qu'elles vont dans tel ou tel quartier et qu'elles se font agresser, cracher dessus. Vous avez vu la dernière scène avec cette pauvre jeune fille Mila qui se fait agresser, insulter, etc. C'est ça qui est brutal, Sonia Mabrouk. Pardonnez-moi de rappeler la dure réalité. Ce n'est pas moi. Moi, je m'adapte à cette brutalité, à ce que vivent les Français. Et je dis, il y a des solutions fondamentales, mais qui sont rudes parce qu'elles rompent avec 40 ans d'idéologie dominante. Mais on peut y répondre avec une volonté de rassemblement. Est-ce que vous ne sous-estimez pas, c'est un scénario parmi d'autres, qu'il peut y avoir un scénario de violence, certains disent même pire, d'émeutes si vous êtes aux portes du pouvoir. Vous vous souvenez que pour Mitterrand, c'était les chars russes en 80, voilà. On n'a jamais eu les chars russes. Bon. Et est-ce que pour vous, il y a un risque ou pas ? Est-ce que vous le sous-estimez ? Il y a toujours des risques, mais il y a des risques même si je ne suis pas élu. Je n'étais pas élu quand il y a eu les émeutes de 2005. Je n'étais pas élu quand Charlie s'est fait massacrer à la Kalachnikov. Je n'étais pas élu quand il y a eu le Bataclan. Je n'étais pas élu quand Samuel Paty s'est fait égorger. Je n'étais pas élu quand l'explosion des agressions dans la rue, 1800 agressions par jour, Sonia Mabrouk. Je ne suis pas élu encore. Et ça vous appelez pas ça comment ? Moi, j'appelle ça un ensauvagement de la société inouï, dont la première responsabilité est l'immigration. La seconde étant une justice qui n'est pas à la hauteur. Nous allons en parler. Mais allons sur un autre registre. Vous parlez de ce type de brutalité. Je vous ramène en 2002. On le sait, suite au passage de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, il y a eu une forme de mobilisation maximale d'une bonne partie de la société et on traitait Jean-Marie Le Pen non pas comme un adversaire, mais comme un ennemi. Plusieurs, aujourd'hui, vous voient non pas comme un adversaire, mais comme un ennemi. On utilise le registre du nazisme, du fascisme pour parler de vous. Est-ce que vous redoutez quelque chose comme un 2002 bis si vous traversez le premier tour ? Vous savez, évidemment que pour abattre un adversaire, et pour abattre un adversaire qui défend la France, parce que je pense que c'est ça le sujet, c'est la France. Le sujet, c'est la France. Moi, je prétends défendre la France contre des adversaires qui ne la défendent plus. Donc, évidemment qu'on va servir tous les registres. Vous savez, j'ai déjà, sur CNews, montré cette affiche de 1958 du Parti communiste, montrant le général de Gaulle en train de bâillonner Marianne et en disant le fascisme, c'est lui, le général de Gaulle. Donc évidemment qu'ils veulent me refaire le même coup. Néanmoins, maintenant, pour Emmanuel Macron, bientôt officiellement candidat, eh bien vous êtes presque le candidat du second tour espéré, c'est-à-dire le meilleur repoussoir. Ça vous fait sourire, mais c'est la stratégie qui est mise en place. Et en gros, vous êtes deux adversaires irréductibles, mais peut-être aussi que chacun a intérêt à voir l'autre face à lui. Je vais vous dire pourquoi je souris, parce que j'ai une longue mémoire et je vais vous raconter deux anecdotes très rapides. En 1980, en novembre, décembre 1980, quand Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, apprend que c'est François Mitterrand qui a été désigné comme son candidat du Parti socialiste et non pas Michel Rocard et non pas d'autres, on sable le champagne à l'Élysée. En 1995, Nicolas Sarkozy, alors soutien d'Édouard Balladur, fera une déclaration remarquée à la télévision en disant Monsieur Balladur va être élu au premier tour. Il faut se méfier, vous voyez, de ce genre d'enthousiasme. Qu'il soit heureux de m'avoir en face, c'est très bien. Moi, je suis content d'avoir M. Macron en face parce que je pense que nous avons les deux lignes les plus irréductibles, les deux visions les plus irréductibles. Au moins, les Français pourront choisir. Je parlais de Giscard et Mitterrand, on disait à l'époque que c'était un enjeu de société. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus important, c'est un enjeu de civilisation. Justement, Éric Zemmour, on peut dire que les électeurs d'Emmanuel Macron n'ont pas votre obsession sur le tragique de l'histoire, la guerre des civilisations, et eux prétendent incarner plutôt, au contraire, une vision beaucoup plus optimiste de la France, un avenir plus radieux. Vous étant plus dans la nostalgie, est-ce que cette France d'Emmanuel Macron, pour vous, est dans le déni ? Vous savez, je pense que pourquoi il y a deux lignes, philosophiquement, on pourrait dire que, en fait,
Vous savez, après la chute du mur de Berlin, il y a 2 penseurs qui ont écrit des textes remarqués, c'est Fukuyama et Huntington. Fukuyama a dit, c'est la fin de l'histoire, tous les pays vont devenir des démocraties libérales comme la Suède, je caricature évidemment, et Huntington a dit, pas du tout, nous allons vers un conflit de civilisation. Emmanuel Macron est du côté de Fukuyama, moi je suis du côté de Huntington. Je pense que c'est Huntington qui a raison. Et donc il faut défendre la France dans ce conflit de civilisation. Mais la question, est-ce que vous voulez l'éviter ou souffler sur les braises? Non. Personne n'a besoin de moi pour souffler sur les braises. Pardonnez-moi, elle se fait toute seule. Elle avance toute seule, je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, pour l'espérance et pour l'espoir dont vous m'avez parlé, ça, vous avez repris la vision et les éléments de langage d'Emmanuel Macron. Moi, je vois autour de moi un énorme espoir, une immense espérance. Tous les gens qui viennent me voir me disent « sauvez-nous ». Vous savez, sauver la France pour qu'elle reste la France, ce n'est pas être dans la nostalgie, c'est au contraire d'être dans l'espoir. Ce peuple français veut rester français. Il n'a pas envie d'être remplacé ou noyé dans une invasion africaine ou devenir le Liban en grand ou une espèce de 51e pays de l'Oumma. La communauté des nations musulmanes. C'est ça le plus grand espoir qu'on peut donner à ce peuple. Et vous en avez Emmanuel parlé Macron, hier. au contraire, lui donne le désespère, ce peuple. Parce qu'avec lui, on sait ce que le pays va devenir, c'est ce qui va continuer à devenir. C'est-à-dire que la France est en risque de devenir ce que vous décrivez. Le Liban en grand d'abord. En 2050, un pays musulman. Ah oui, absolument. Vous savez, c'est la loi de la démographie. Vous avez vu le reportage sur M6 à Roubaix. Roubaix, c'est l'Afghanistan à 2 heures de Paris. Et des Roubaix, il y en a des dizaines en France. Donc là, on est déjà dans le pays en Oumma. Il y a des innombrables enclaves étrangères en France où on n'est plus en France. Précisons, la Oumma, c'est ce qui rassemble les musulmans par-delà les frontières, l'appartenance religieuse. Et on arrive au cœur de votre projet, c'est ça qu'on va sonder. On va marquer une courte pause. C'est véritablement, puisque le grand remplacement, la théorie a été utilisée également par Valérie Pécresse, mais elle pour... dénoncer, donc on va venir à cela. Est-ce que vous dites non, vous nous expliquerez hier, est-ce que vous avez dit au Mont-Saint-Michel, une courte pause, et justement c'est votre vision et vos propositions également qui sont au cœur de cette émission. Et on poursuit notre émission avec le candidat Éric Zemmour. La théorie du grand remplacement a imprégné cette campagne présidentielle. Tout le monde en parle, y compris Valérie Pécresse. Mais pour mieux conjurer le risque, dit-elle, du grand remplacement, Xavier Bertrand, il y a quelques jours sur notre antenne, a fustigé cette théorie, affirmant que vous êtes dans le complotisme et le plus vil des conspirationnismes également, Éric Zemmour. Vous me faites oui de la tête Non, je vous fais oui parce que je suppose. Xavier Bertrand, je connais sa position depuis longtemps. Ça n'a rien de complotiste ni de conspirationniste, c'est un processus historique. Je lisais d'ailleurs l'autre jour dans les Échos Jacques Attali reconnaître, alors que vraiment je suis d'accord sur rien avec lui, que le grand remplacement avait toujours existé, qu'il y avait eu un grand remplacement des Gaulois par les Romains, dans toutes les civilisations. C'est un processus démographique. C'est un basculement démographique. Oui, c'est une démocratie démographique. À partir du moment, vous savez, où en Europe il y a 400 à 500 millions d'habitants et qu'en Afrique il y a aujourd'hui 1,4 milliard et en 2050 2 milliards, vous voyez le rapport de force. Donc ce n'est pas un projet pensé, ce n'est pas un projet mais j'ai jamais dit que c'était un projet pensé. On vous pose l'action pour connaître votre définition. Bien sûr, non, c'est un processus démographique qui doit être arrêté. Et c'est là où je souriais quand je vous entendais, parce que évidemment Valérie Pécresse est sous la pression de Xavier Bertrand, de Jean-François Copé, et donc elle essaye de parler comme moi pour retenir les électeurs de droite de venir vers moi, et en même temps après elle donne des gages aux centristes, c'est la manœuvre habituelle de LR. C'est pas ça l'important. L'important c'est qu'il faut savoir comment l'arrêter. Comment arrêter ce grand remplacement? Par des mesures très fermes contre l'immigration. Je donne très vite. Moi j'arrête le regroupement familial complètement, pas Valérie Pécresse. J'expulse les délinquants étrangers, pas Valérie Pécresse. Je déchois de nationalité les binationaux criminels, pas Valérie Pécresse. Je supprime le droit du sol, pas Valérie Pécresse. Je supprime aussi les prestations sociales aux étrangers, les prestations sociales qu'on appelle non contributives, pas Valérie Pécresse. Mais est-ce que ces mesures attendez, est-ce que ces mesures décliner comme ça. On a bien entendu. Est-ce que ces mesures vont vous permettre, si je reprends ce que vous dites, d'éviter ce grand remplacement, d'aller contre ce grand remplacement? Une question précise, Éric Zemmour. Et pour ceux qui refusent l'assimilation, qu'est-ce que vous leur dites? Vous partez? Pour ceux qui refusent l'assimilation, et qui ont déjà la nationalité française, et qui n'enfreignent aucune loi, mais qui refusent l'assimilation vue par Éric Zemmour. Ils ont le droit. Je suis dans un pays libre. Je suis un homme qui respecte la liberté de chacun. Je leur dis simplement,
ils ont le droit de refuser l'assimilation, c'est-à-dire de s'approprier la culture française. Je trouve ça triste pour eux, parce que je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à chacun d'entre nous. La culture française, l'histoire de France, tout cela est sublime, beau et grandiose. Mais s'ils refusent, ils ont le droit. Maintenant, je leur dis simplement une chose. Pour être français, il faut s'assimiler. Il faut simplement... Là, c'est incantatoire. On ne peut pas. Ça ne veut pas dire que je vais les expulser, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un conseil que je leur donne. C'est un conseil que je leur donne. Et pour être français, pour que leurs enfants soient bien acceptés en France, puissent tirer profit de toute la richesse de notre pays. Vous le savez bien, Sonia Mabrouk, il faut s'assimiler à la culture française. Vous êtes dans l'incantation, c'est-à-dire reconnaissez aujourd'hui qu'il n'y a pas une possibilité, je veux dire, d'amener à l'assimilation. Non, il n'y a pas d'obligation. Je dis simplement que nous ferons tout par l'école pour donner envie, pour donner goût à la France. Nous apprendrons le roman national français, nous apprendrons la langue française, les grands textes de la littérature, la beauté de ses paysages, la beauté de sa culture, tout ce qu'on m'a appris, moi, quand j'étais enfant, et qui m'a donné cet amour fou de la France. Et je pense que n'importe qui, même un enfant musulman, même un enfant venu d'ailleurs, peut aimer cela et là avoir envie de s'assimiler à ce peuple magnifique. Allons plus loin, Éric Zemmour, parce qu'hier, au pied du Mont Saint-Michel, vous avez exalté les racines chrétiennes de la France. Est-ce que pour être français, de votre point de vue, je pose la question, il faut être imprégné du catholicisme vous-même? Vous avez été élevé dans la religion juive et vous dites souvent que vous êtes fasciné par l'imprégnation catholique de la France. Vous relisez régulièrement, on peut le dire d'ailleurs, les pensées de Blaise Pascal. Est-ce que cette imprégnation culturelle au catholicisme est un préalable pour vous pour devenir pleinement français? Si vous voulez, je vais vous citer une phrase que j'aime d'André Suarez, qui était un grand écrivain français du début du XXe siècle, des années 30, qui est un juif venu de Livourne. Et il dit cette phrase que, évidemment, je prends à mon compte. Qu'il aille ou non à l'église, le français a les évangiles dans le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France a été faite par le christianisme depuis 1500 ans. Même les révoltes contre le christianisme, les Lumières, etc., sont imprégnées de christianisme. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on devient chrétien, ça ne veut pas dire qu'on croit en la résurrection de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'on adopte le dogme catholique ou protestant. Mais ça veut dire que l'imprégnation culturelle... Donc pour devenir français, il faut être imprégné culturellement du catholicisme. Je pense que on ne peut pas comprendre la France. On ne peut pas... C'est pas la France d'Éric Zemmour, c'est la France. C'est ça mon désaccord avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron pense que la France est un territoire où on fait du commerce, on échange, on fait de l'argent, voilà, on fait du tourisme. Moi, je pense que la France est une histoire, je pense que la France est un enracinement, je pense que la France c'est des souvenirs partagés et des espérances partagées. Je pense que la France, c'est une langue qu'on doit parler le mieux possible. Vous voyez, c'est deux projets qui n'ont rien à voir. Alors, vous dites assimilation. Alors, l'assimilation, à gauche, ça veut dire la nationalité française, plus l'adhésion aux valeurs républicaines. Je devine que pour vous, ce n'est pas exactement la même chose, l'assimilation. Valérie Pécresse nous dit qu'il faut passer de français de papier à français de cœur. Comment devient-on français de cœur, selon vous? Comment s'assimile-t-on si ce n'est pas seulement les valeurs républicaines? D'abord, vous vous trompez sur un point, la gauche a renoncé depuis très longtemps à l'assimilation. Elle considère de façon fantasmatique que c'est un objet néocolonial. Ça dépend quelle gauche, hein, pardonnez-moi. Non, il y a une gauche même la gauche dite républicaine a renoncé à l'assimilation. Quand je les vois, quand je les entends, sinon ils ne me critiqueraient pas. Parce que moi, tout mon projet est assimilationniste. Et j'en suis la meilleure preuve. Il critique, pardonnez-moi, l'aspect intégral de votre assimilationnisme. Je continue. Alors, la gauche y a renoncé depuis longtemps. La gauche accepte, au nom du multiculturalisme, les enclaves étrangères. Emmanuel Macron aussi. Emmanuel Macron a dit, vous pouvez retrouver la phrase, l'assimilation c'est problématique. Il ne défend pas l'assimilation. En fait, voilà. Donc, et l'assimilation, qu'est-ce que c'est? Comment? Il ne défend pas non plus des enclaves étrangères, comme vous dites. Non, mais parce que lui, il ne considère pas que ce sont des enclaves étrangères, puisque pour lui, la France n'est pas une culture. Il n'y a pas de culture française. Vous voyez, il l'a dit pendant sa campagne de 2017. Donc pour lui, évidemment, tout ça peut s'appeler français, puisque pour lui, être français, c'est quelque chose de chimérique, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. À quel moment l'assimilation a-t-elle lieu? C'est-à-dire la conversion sur la culture. La conversion du cœur peut difficilement se documenter administrativement. À quel moment la conversion néanmoins a-t-elle lieu? Vous savez, d'abord, souvenez-vous, et d'ailleurs ça existe encore dans le Code civil, c'est le critère de la naturalisation.
qui n'a pas été abandonné dans les textes. Donc vous voyez bien qu'on peut apprécier les éléments d'assimilation. L'assimilation, on en avait parlé lors de la première émission, et je vous avoue que j'avais été interloqué par votre question parce que c'est une question qu'on ne se posait pas avant les années 80. Mais on se la pose aujourd'hui. Mais on se la pose aujourd'hui parce qu'on a détruit, au nom de la fameuse déconstruction et d'une détestation de la France. Donc l'assimilation, c'est faire que la France soit sa patrie, même si ses ancêtres n'étaient pas français. Ça veut dire s'approprier l'histoire de France, ça veut dire s'approprier la culture française, ça veut dire s'approprier la langue, ça veut dire s'approprier, vous savez, les paysages, la gastronomie, son art de vivre, ses relations entre les hommes et les femmes. Et les racines chrétiennes que vous avez les racines chrétiennes, mais bien sûr, mais tout cela, pardonnez-moi, tout ce que je viens de dire, la littérature, la musique, tout ça est imprégné de christianisme. Et pour vous, Éric Zemmour, comment dire, le catholicisme a un droit d'aînesse, dites-vous, en France, mais alors la laïcité, parce que c'est peut-être la part manquante là de votre discours. Pas du tout. Ce n'est pas seulement, non, mais je veux dire là, dans cette émission, on n'a pas encore parlé, c'est peut-être de notre faute. Ce n'est pas seulement pour vous, en tous les cas, la laïcité, ce n'est pas seulement la liberté religieuse. Vous estimez que c'est un devoir de discrétion. Je me souviens que dans une autre émission, vous aviez dit qu'il fallait interdire tous les signes religieux dans l'espace public. Vous visez, on l'a bien compris, faut-il le préciser vous concernant le voile, mais est-ce que ça veut dire que ça englobe aussi, on peut se poser la question, pour nos amis français, juifs et autres, la kippa, la croix pectorale d'évêque, est-ce que tous les signes religieux ostentatoires dans votre vision de la France doivent être bannis de l'espace public? Tous les signes religieux doivent être bannis de l'espace public, tous les signes ostentatoires. On vivait comme ça, encore une fois, dans mon enfance. Moi, j'ai raconté déjà que quand je sortais de la synagogue, j'avais la calotte sur la tête et ma mère me disait « Tu me ranges cette calotte, tu le mets dans ta poche ». C'est comme ça qu'on a tous été élevés. La laïcité, c'était le devoir de discrétion, pour ne pas offusquer les autres. On n'a pas à affirmer sa religion devant les autres. C'est une question de respect des autres, d'élégance. Bon, maintenant, je ne mets pas dans la même bain les soutanes. Même si il faudrait voir que les républicains les plus féroces au début du XXe siècle voulaient interdire la soutane dans l'espace public. Ils ont bien changé depuis maintenant. Ils manifestent avec les imams qui menacent les enfants qui écoutent de la musique de se transformer en cochons. Enfin bon. Vous gardez certains signes religieux, mais pas d'autres. On garde les soutanes. Non, ce sont des professionnels de la religion. Ouais. Donc le clergé. Le clergé, exactement. Mais pas les civils. C'est assez simple en fait à comprendre. Je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Vous voulez qu'on croie davantage en la France? D'ailleurs, on pourrait vous citer la fameuse phrase de Chesterton que vous connaissez probablement par cœur depuis que les hommes ne croient plus en Dieu. Ce n'est pas qu'ils ne croient plus en rien, c'est qu'ils croient en tout. Si vous deviez nous résumer en quelques mots, en quelle France vous croyez-vous? En quelle France? Mais la France éternelle, c'est-à-dire la France qui vient du fond des âges, comme disait le général de Gaulle. Vous savez... vous connaissez cette formule magnifique à la fin des Mémoires de guerre. Il dit, le général de Gaulle écrit « Vieille France, accablée d'histoire, meurtrie des révolutions et de guerres, allant et venant sans relâche de la grandeur au déclin, mais redressée de siècle en siècle par le génie du renouveau. » Mais voilà. La France éternelle... Je peux pas trouver une phrase plus belle. Je pense qu'aujourd'hui, ma campagne est animé par le génie du renouveau. Et que nous sommes tombés tellement bas dans le déclin, nous sommes au bord de ce que j'ai dit tout à l'heure, de la libanisation, que maintenant, je vois dans la ferveur autour de moi, la ferveur dans cette campagne, qu'il y a effectivement ce génie du renouveau. Et ça répond à votre question tout à l'heure. Pour moi, ce n'est pas Emmanuel Macron qui suscite, et ce n'est pas le monde d'Emmanuel Macron qui suscite de l'espérance, parce que le monde d'Emmanuel Macron signifie la mort de la France. Et la France éternelle, c'est un remplacement permanent, si vous avez bien lu Attali, c'est ce qu'il dit. Comment ? La France éternelle, c'est un remplacement permanent, si vous avez bien lu Attali. Attali considère que les Gaulois ont été remplacés par les Romains. Il se trompe. Les Gaulois se sont assimilés aux Romains et se sont assimilés à la culture romaine. C'est exactement ce que je propose à nos compatriotes musulmans, qu'ils s'assimilent à la culture française comme les Gaulois se sont assimilés à la culture romaine. Moi-même, je viens d'un monde arabo-musulman. Vous connaissez, Sonia Mabrouk, ce monde-là. Mon père parlait très bien arabe, mon grand-père parlait mieux arabe que français, et je me suis assimilé comme un Gaulois à Rome.
C'est-à-dire, et j'en suis fier, et j'en suis heureux. Peut-être une C'est question. ça que je propose, Bien. vous comprenez? Pour moi, c'est le bonheur, ce n'est pas une Vous faites contrainte. souvent référence à vos origines et à votre Parce que je pense judaïté. qu'il y a des points communs Bien sûr. avec ce qui nous arrive. Vous êtes Sur le d'accord? JDD.fr, peut-être l'avez-vous lu ce matin, Éric Zemmour, une tribune de personnalités des Français juifs dont des responsables du CRIF dénoncent votre discours de haine, disent-ils, et d'exclusion. Est-ce que vous vous sentez en rupture avec une partie de la communauté juive en France? Pas de la communauté. D'abord, moi, je connais pas de communauté juive, je connais la communauté nationale. Et je connais des Français de confession juive. Vous savez, ma mère disait, Alors, disons de la population, ma mère comment disait, je dirait suis cela? israélite. Bien. J'aime ce beau mot Est-ce qu'il y a une d'israélite. rupture entre une partie Oui, de cette il y a une population rupture entre les institutions juives, comme le CRIF, et autres, comme le Grand Rabbin, qui ont, il y a maintenant 30 ans, vous savez, j'ai beaucoup écrit là-dessus, qu'il y a maintenant 30 ans, se sont convertis au communautarisme et se sont convertis au multiculturalisme et ont renoncé au génie israélite français, au génie des Français de confession juive, depuis la Révolution, depuis Napoléon, qui était l'assimilation. Léon Blum était, vous voyez, un juif assimilé. Il aurait été traité exactement comme moi par ces gens-là du CRIF. Voilà pour votre vision de manière générale. On va également entrer dans vos propositions, évidemment, Éric Zemmour, dans quelques instants sur Europe 1 et CNews. Une courte pause et on se retrouve bien sûr. Et notre invité, le candidat Éric Zemmour, nous l'avons largement interrogé sur sa vision. Et puis nous allons poursuivre avec les propositions. Mais tout d'abord, une question de votre part, Mathieu Bock-Côté. Alors, vous entendez rompre avec les 40 dernières années, globalement, avec une dérive dans votre esprit, les 40 dernières années. Il faut pour cela un geste de rupture fort si vous êtes élu. Quel est le premier geste de rupture, le premier geste symbolique fort d'Éric Zemmour à l'Élysée? Et à quoi ressemblent les 100 jours d'Éric Zemmour? Alors, je vous ai dit, pour moi, la priorité des priorités, c'est arrêter l'immigration. Donc, la première mesure forte, c'est un référendum sur l'immigration qui sera le jour des législatives, le même jour que les législatives. Un grand référendum avec toutes les mesures que j'ai évoquées tout à l'heure, qui seraient déclinées et à qui je soumettrai au peuple français. Donc la fin du regroupement familial, donc la suppression du droit du sol, l'expulsion des délinquants étrangers, la déchéance de nationalité pour tous les binationaux étrangers, l'expulsion des chômeurs étrangers au bout de 6 mois de recherche vaine de travail. Vous voyez, il y a toute une batterie de mesures et ça sera vraiment le premier symbole de mon nouveau quinquennat. Le deuxième, c'est l'école. Je pense que nous devons restaurer l'école qui s'est effondrée depuis 40 ans. Et pour cela, nous devons remettre au cœur du primaire les fondamentaux, lire, écrire, compter. Nous devons supprimer le collège unique et rétablir des classes de niveau. Nous devons encourager la voie professionnelle, l'apprentissage, etc. Et nous devons rétablir un bac sélectif et méritocratique. Et nous devons remettre la discipline. Ça, c'est l'école. J'en ai pour 2 minutes, vraiment. Troisième chose, la partie la plus économique, c'est-à-dire relance du pouvoir d'achat, comme je vous l'ai dit, par des mesures comme la prime zéro charge, comme le travailler plus pour gagner plus, comme la baisse de la CSG, vous voyez, comme le développement de la participation, et des mesures économiques d'encouragement à la compétitivité. Mais vous comprenez la référence aux 100 jours, j'entends que vous ne pouvez, si vous voulez rompre, vous ne pouvez pas vous contenter d'étaler tout cela sur plusieurs mois. C'est un programme législatif rapide. Mais tout cela, si vous voulez, ça prend du temps à voir ses effets se mettre en œuvre, mais ça se fait tout de suite. Ça se fait l'été 2022. Vous avez mis, vous insistez sur, et c'est en grande partie votre projet, Éric Zemmour, l'angoisse identitaire. Oui. Faut-il l'opposer, je ne sais pas, à l'angoisse de la fin du mois? Mais par exemple, aujourd'hui dans le journal du dimanche, c'est véritablement l'une des préoccupations. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Bien sûr. Marine Le Pen est vue comme la candidate du pouvoir d'achat. En tous les cas, elle est plus proche des classes populaires et moyennes. Quant à votre programme, il est vu, et peut-être que vous nous direz que c'est le cas, comme un programme libéral de droite. Vous n'hésitez pas à reprendre un slogan de Nicolas. Est-ce que vous pouvez parler à ces gens-là pour qui l'angoisse de la fin du mois vous dire ce qui nous non, mais vous avez raison. Je vais vous dire ce qui nous différencie. C'est que moi, je suis contre la lutte des classes. Et donc, je veux effectivement permettre la progression du pouvoir d'achat, la montée des salaires nets sans affecter la compétitivité des entreprises et donc le fameux salaire brut chargé, etc. Et donc toutes les mesures d'amélioration du pouvoir d'achat qui sont réelles,
nous avons chiffré ça à peu près à 300 € par mois pour les gens qui en bénéficieraient, c'est pas rien. Ça coûterait une dizaine de milliards. Nous, on a fait des calculs, ça coûterait plutôt le double. Hein. Vous avez des calculs attendez. Vous savez, les calculs, c'est toujours aléatoire et c'est très difficile à faire les chiffrages de programmes. On le sait depuis longtemps. C'est pour ça qu'on y a travaillé sérieusement et qu'on arrive au double de ce pour l'instant. Mais je ne suis pas d'accord avec vos calculs non plus. Donc, vous voyez, on peut discuter 3 heures là-dessus. Ce que je dis, c'est qu'il faut absolument améliorer le salaire net sans toucher au salaire brut. Donc, par exemple, je propose la baisse de la CSG pour les salaires de moins de 2 000 € qui permet une augmentation de salaire de 105 € par mois et que je finance... C'est là, par exemple, que nous ne serons pas d'accord, que je finance par la suppression des prestations sociales non contributives aux étrangers. C'est pour ça que je propose aussi une prime... Combien rapporte cette suppression 20 milliards selon nos calculs. Mais je vous avoue, et c'est pour ça que je vous ai répondu ainsi, c'est très difficile de faire ce genre de calcul parce que l'INSEE et la CAF refusent de donner les vrais chiffres. Le ministre Bruno Le Maire lui-même, le ministre des Finances lui-même, qui débattait avec moi en décembre, a reconnu que lui-même n'avait pas réussi à avoir les vrais chiffres. Nous vous interrogeons parce qu'il en va de la crédibilité d'un candidat. Mais bien sûr, vous avez raison. Mais moi, mes équipes évaluent. Oui. L'OCDE, cité par le journal Marianne, avait évalué ma mesure, suppression des prestations sociales non contributives, à 21 milliards. Donc vous voyez, je reprends ce chiffre. C'est tout à fait raisonnable. Ça pourrait être plus, hein, mais bon, on en reparlera. Donc après, la prime, zéro charge, zéro URSSAF, un 13e mois ou 14e mois ou même un 15e mois, que les patrons trouvent que ces mesures-là donnent du pouvoir d'achat tout de suite. Et je continue, je propose le remboursement des frais. Justement, vous parliez de l'essence. Des frais d'essence pour les 18 millions de Français qui vont au travail avec leur voiture. Sur le modèle du remboursement du pass Navigo, ce qu'on appelait jadis la carte orange, pour les transports en commun. Sur ce modèle-là, je propose que les patrons remboursent. Plafonné. Non, c'est Noël en avril. Non, Sonia Mabrouk, je vous assure que non. Ça sera plafonné à 40 € et les entreprises pourront le déduire de leurs impôts. Vous voyez, c'est bon. Par ailleurs, je propose aussi pour une vraie politique familiale de doubler le quotient familial, de remettre la politique familiale universelle telle qu'avant François Hollande, c'est-à-dire sans contrainte de revenus, et surtout ma mesure que j'estime phare de 10 000 € donnés pour chaque naissance dans la zone rurale, dans les campagnes. C'est très bien, c'est très facile. C'est difficile à comprendre. C'est très facile, je vous assure. Vous mettez où la limite entre le rural et l'urbain? Mais c'est pas moi. C'est l'INSEE. Vous voyez, moi je suis garçon simple. L'INSEE définit les zones rurales comme des villes de moins de 2000 habitants ou suffisamment loin d'un centre urbain. Moi, je me fie à la typologie de l'INSEE. L'État doit faire de la discrimination positive entre les zones. Exactement. Comme elle fait pour... ça vous a jamais choqué quand M. Blanquer avait décidé de diviser les classes en deux dans les banlieues. Ça ne vous a jamais choqué. Eh bien, moi, je ferai la même chose, mais pour les campagnes. Je considère que depuis 40 ans, nous avons favorisé excessivement les banlieues et que près de 100 milliards dépensés depuis 40 ans dans les bons plans de la ville, désormais, nous allons faire des plans de campagne, des politiques de la campagne. Et nous allons favoriser ces zones magnifiques, mais désertifiées, abandonnées par les services publics, etc. Pardonnez-moi. Mathieu Bock-Côté. Nous sommes en 2027. Vous avez eu des réussites, des échecs. Peut-être briguez-vous un nouveau quinquennat. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas le droit d'avoir échoué pendant votre premier quinquennat? Quelle serait la marque donnée? Ou inversement, qu'est-ce que vous devez absolument réussir pour que ce soit une réussite néanmoins? L'arrêt de l'immigration, le rétablissement de la sécurité, par des mesures fermes de rétablissement de la perpétuité, de peine planchée, vous voyez, d'expulsion des délinquants étrangers. On devrait vous évaluer Alors, sur immigration, sécurité, école. Et développement économique, dynamisme économique, réindustrialisation. Et pour conclure, est-ce que le mot espoir fait partie du vocabulaire d'Éric Zemmour? Est-ce que le mot apaisement fait partie de votre vocabulaire sans jouer au mot qui manque? Je vais vous dire quelque chose. Partout où je passe en France, vous savez ce que me disent les gens? Ils me disent deux choses. Ils me disent « sauvez-nous, sauvez-nous ». Je n'entends que ça. Et vous nous redonnez de l'espoir, car vous nous redonnez la fierté d'être français. Donc c'est ma campagne qui est celle de l'espoir. Et c'est la campagne d'Emmanuel Macron qui est et qui sera la campagne du désespoir, car ça veut dire la fin de la France.
C'est ces deux lignes irréconciliables et irréductibles. Les Français en jugeront, bien sûr. Nous sommes à 50 jours, donc c'était important de vous interroger sur votre vision et vos propositions. Merci Éric Zemmour d'avoir été notre invité. Je remercie mes camarades, bien sûr, Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. On vous souhaite un bon dimanche sur nos antennes. Cette émission sera rediffusée ce soir à 20h sur CNews. Et on vous dit à demain sur nos deux antennes.